Mon nom est Pascal Pic, je suis paléo-anthropologue. Paléo ancien, anthropos l'homme, logos sa connaissance. Donc c'est l'ensemble des disciplines qui s'intéressent aux origines et à l'évolution de la lignée humaine. J'ai d'abord été morphologiste. La morphologie, c'est l'étude de la taille et de la forme. Par exemple, pourquoi avons-nous un menton et pas Néandertal? Pourquoi Homo erectus avait une barre au-dessus des orbites et pas nous? Au milieu des années 80, arrivent des publications sur les comportements des grands singes, notamment les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les bonobos viendront un peu plus tard. Et derrière cela, c'était la deuxième phase de mon travail qui a été d'introduire un véritable regard scientifique, méthodologique sur l'évolution du comportement et des sociétés des grands singes et de l'homme. Et aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai fort à faire dans le monde du management. Et la troisième période, ce qui est quasiment aujourd'hui, donc je suis très impliqué dans le monde économique et social, en appliquant d'une part les aspects de management de groupe, donc de leadership, d'innovation, mais également, bien sûr, les impacts aujourd'hui du digital et du numérique sur les nouveaux enjeux d'innovation, d'adaptation et de développement de nouvelles activités. On fait bien partie du groupe des singes, et parmi les singes, bien sûr, il y en a qui se ressemblent plus que les autres. Oublier l'homme descend du singe, c'est une grosse bêtise, je vous rassure, on fait toujours partie des singes, qu'on appelle les simiens, et parmi les simiens, il y a les grands singes, qu'on appelle les hominoïdes, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils ressemblent à l'homme, donc hominoïde, l'homme, chimpanzé, bonobo, qui sont les autres chimpanzés, gorille, orang-outan. Et parmi ces cinq-là, il y en a deux qui sont plus proches que les autres. C'est les chimpanzés et nous. Donc les chimpanzés et nous sommes frères d'évolution. Et bien sûr, nous avons un dernier ancêtre commun. Et à partir de là, sans surprise, en termes de comportement, de capacité cognitive, de comportements sociaux, de politique, d'innovation, eh bien évidemment, nous sommes très très proches. Les comportements d'alerte, ça a été une grande question qui nous a beaucoup occupés dans le champ des théories de l'évolution depuis quasiment 50 ans. En fait, la question se pose comme cela. Vous êtes dans un groupe social. Donc, premièrement, un appel d'alerte destiné aux autres, ça peut être que dans un groupe social. Si un individu pousse un cri d'alerte, il se manifeste vis-à-vis du prédateur. En quel cas, il se met en danger. Il faut essayer de comprendre pourquoi un mécanisme altruiste puisse perdurer alors que les individus qui sont les auteurs de ce comportement altruiste se mettent en danger. Il y a bien sûr la possibilité que ce comportement soit sélectionné et maintenu, mais il n'y a pas de gène de l'altruisme, bien évidemment, mais que par ailleurs, des groupes sociaux ne peuvent pas vivre sans une solidarité. Et aujourd'hui, on sait qu'effectivement, les notions d'empathie, d'entraide, l'entraide était une notion qui était très difficile à faire valoir dans mon champ disciplinaire pendant un siècle. Et aujourd'hui, effectivement, un comportement d'alerte, il peut être effectivement celui qui est lié à la peur. Ah, il arrive, donc ça alerte les autres, mais ça peut être un comportement parfaitement conscient, réfléchi, dans la nature, alerté et parfaitement naturel, et ça, on le retrouve dans toutes les espèces très sociales. Les singes, notamment les grands singes hominoïdes, les dauphins, les baleines, les éléphants, ce sont des espèces chez lesquelles un seul petit naît après chaque gestation, rarement des jumeaux, longue enfance, adolescence, espérance de vie 40 à 50 ans. Et là, on appelle ça des espèces K, c'est un coefficient d'équation, je ne vous embête pas avec ça, mais c'est un repère pour nous. Il y a des espèces dans lesquelles on ne peut pas vivre sans empathie, sympathie, solidarité. Mais attention, ce n'est pas le monde à la Rousseau, il y a aussi des rivalités, il y a aussi de la compétition. Okay, mais on voit bien que là, il y a des aspects qui ne sont pas que génétiques, loin de là, qui sont appris. Et donc des espèces qui ont de longues vies sociales, qui ont toute une conscience de soi et de l'autre. Parce qu'évidemment, pousser un cri d'alerte, qui n'est pas un cri de peur, destiné qu'à sa réaction, c'est un cri évidemment qui est destiné aux autres. Donc c'est des rôles d'empathie et de solidarité. Donc voilà, c'est pas rare dans la nature, loin de là. Vivre en groupe, c'est compliqué. L'évolution, il faut bien comprendre que c'est toujours un compromis. C'est toujours un compromis. Vivre en groupe, c'est sympa. On est plusieurs, on a des interactions sociales, c'est très bon, c'est extrêmement important. On trouve des partenaires sexuels, on est aussi plusieurs pour trouver des nourritures, partager, jouer. Vivre en groupe, c'est aussi transmettre des maladies. C'est aussi des rivalités pour l'accès aux nourritures et aux partenaires sexuels. Donc voilà, c'est un compromis. Donc, et dans ce jeu, le comportement d'alerte est un comportement effectivement
qui permet aux individus de s'échapper ou de se protéger contre un prédateur, mais même d'organiser une défense. Et ça permet effectivement de maintenir la cohésion du groupe. Quand on est chez les chimpanzés, bien sûr, c'est le rapport aux autres, l'empathie, je prends même un risque, voilà, je protège mon groupe, voilà, où je protège mes affiliés, mes enfants, voilà, ok. Chez les humains, il va y avoir cela, bien sûr, mais aussi cette idée qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. On a trois personnages, évidemment, dont les médias nous parlent de plus en plus. C'est M. Julian Assange, c'est M. Edward Snowden, et puis au symphonon John Doe pour les Panama Papers. Et là, on voit bien les effets que ça a eu, et très clairement, ces personnes savent, évidemment, qu'elles encourent beaucoup de risques, même s'il y a une grande solidarité autour d'elles à travers les réseaux, etc., etc., il est très clair qu'ils ne sont, face à la situation qu'ils contestent, jugés, en tout cas fustigés, à travers un système qui connaît des dérives, et à partir de là, on comprend bien que c'est une position extraordinairement courageuse, éthique, qui, on l'espère, va faire bouger les choses, mais vous savez, dans l'évolution, le changement n'est jamais au centre, ça vient toujours de la périphérie. Ça m'amène à quelque chose. Il se trouve que, sans dater notre intervention, mais je remettais des prix des droits de l'homme. Et le livre qui a été primé, je permets de le citer parce que c'est un très très beau livre, qui est en rapport à cette question, qui s'appelle Les Nouveaux Dissidents, et de Michel Elchaninov. Et c'est quoi un dissident? Un dissident ou une dissidente, c'est quelqu'un qui agit seul, qui agit en plein jour, qui agit sans intérêt personnel, et qui sait qu'il ou elle va connaître de réelles difficultés. Un dissident, c'est vraiment une démarche éthique, empathique, citoyenne, vis-à-vis des autres ou d'une situation de la société. Et aujourd'hui, ce sont les nouveaux dissidents, mais ces lanceurs d'alerte ont toujours existé, vous le savez bien, sauf qu'aujourd'hui, les réseaux amplifient ce genre d'effets, mais évidemment, on pense aux dissidents de l'époque de la Russie, et c'est intéressant, parce que les dissidents, ce n'est pas le complot. Ce n'est pas une organisation qui décide de se dire je vais nuire au système, au capitalisme, ou à la société bourgeoise, ou à la société collectiviste, etc. Non, non, pas du tout. C'est une action de l'ordre de l'éthique individuelle. C'est ce qui fait à la fois toute leur force, toute leur beauté, mais ce qui fait aussi la mise en danger, puisqu'effectivement, s'il y a un domaine qui n'aime pas les lanceurs d'alerte ou les perturbateurs au sens large, c'est le domaine du droit. Le droit n'aime pas une société dans laquelle, en tout cas les individus, pardonnez-moi, qui apportent la perturbation. Il est très clair qu'immédiatement, ils vont être l'objet de poursuites, pour ne pas dire de persécutions. Et c'est là que, si on revient à ce qui se passe dans les sociétés de singes qui sont les plus proches de nous ailleurs, effectivement, le lanceur d'alerte est là, mais il y a peu de chances que le prédateur se détourne vers lui. Donc on voit bien, alors ils sont conscients de cela, hein, soyons clairs, mais nous, évidemment, nous sommes une espèce qui est plus que consciente, c'est moins qu'on puisse dire, et là, non, il n'y a aucun avantage personnel. C'est un impératif au sens d'Emmanuel Kant, je me dois de pousser cet avertissement parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va à l'encontre de mon éthique, mais aussi à l'encontre donc du bon fonctionnement de la société. On n'est pas sur une injonction philosophique, hein. C'est que tout simplement, ces lanceurs d'alerte, ils sont ceux qui vont perturber un système qui pensait en toute inconscience que ça pouvait continuer ainsi et que l'on pouvait, avec cette évolution du système, se permettre d'aller à l'encontre des règles de ce système. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien que le droit n'est pas toujours ajusté. Parce qu'effectivement, nous espionner sur nos téléphones portables, etc., c'est à l'encontre de notre liberté individuelle. Mais d'un autre côté, c'est très important parce que on va pas faire un peu de littérature, mais on pense à la Boétie, la servitude volontaire. On voit bien qu'on est sur de vrais questionnements que nous amènent ces lanceurs d'alerte. C'est que on parle du big data aujourd'hui, alors tout le monde trouve ça formidable parce qu'on a des données sur Internet, on va les chercher, mais toutes nos données, comme vous savez, sont prises, sont données. Donc ces lanceurs d'alerte, effectivement, nous disent qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger. En l'occurrence, on voit bien que ces lanceurs d'alerte sont peut-être fustigés comme ayant pas respecté ces formes de droit, mais soyons clairs,
La NSA et les Panama Papers ne respectent pas le droit des citoyens en ce qui concerne la fiscalité, la citoyenneté et notre liberté individuelle.